bienvenue dans ce nouvel épisode d'un média à l'autre. Et on reste dans le thème d'Halloween, puisque l'on s'attardera sur la première adaptation du manga vampirique de Kota Hirano, à savoir Hellsing. C'est impossible. Je lui ai troué la tête, c'est une mauvaise blague. Immortel, je suis d'accord, mais personne n'est immortel à ce point-là. On passe au niveau 3 de la phase de transition partielle. Plan A, niveau 1, l'approbation de Cronwell est maintenant effective. Je reprendrai la communication pour finir le rapport dès que la cible aura été proprement éliminée. Et maintenant, je vais te montrer en détail ce que c'est qu'un vrai vampire. Alors, allons-y. Ce que l'on peut dire sur le mythe du vampire, c'est que depuis les années 80-90, le mythe a pas mal été revisité. Que ce soit via des livres, des séries ou des films, beaucoup d'œuvres ont réinterprété le mythe, remettant en grenier l'image du suceur de sang vêtu d'une cape comme dans les films de la Hammer, ce qui donnera une grande variété d'œuvres, allant de très bonnes jusqu'à l'abomination que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Le manga et l'animation japonaise n'ont pas été en reste. Que ce soit sur papier, à la télé ou en film, là aussi on retrouvera de nombreuses réécritures du mythe, allant de la très bonne jusqu'à l'abomination que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Le manga Hellsing de Kota Hirano est bien dans cette mouvance. Hellsing est le nom d'une organisation anglaise secrète chargée de chasser les vampires. Dirigée par Integra Hellsing, la petite fille du célèbre chasseur de vampires Van Helsing, ayant dans leur rang un vampire surpuissant dénommé Alucard et une nouvelle recrue en la personne de Victoria Sellas, le manga commence alors que l'organisation fait face à une recrudescence inhabituelle de vampires, ce qui de fil en aiguille finira par révéler une menace de grande ampleur. Hellsing est un manga décomplexé, que ce soit dans son action, sa violence, ses situations ou ses personnages. Le manga attire l'œil de Shoji Murahama, qui venait de fonder le studio Gonzo, et cherchait justement une licence avec un ton assez mature pour montrer la capacité de diversité de son tout jeune studio. Gonzo achète ainsi les droits d'adaptation, fait une présentation du projet, et réalise un trailer intitulé Psalm of Darkness, qui présente ce que sera la série. Je reviendrai d'ailleurs sur ce trailer à l'occasion. Car oui, si ce trailer et la présentation semblent indiquer une adaptation fidèle, ce ne sera pas vraiment le cas au résultat, et ce pour plusieurs raisons. Une des raisons est que le manga n'est qu'à 3 volumes de sa publication, et cette publication est plutôt lente, à raison de 1 volume par an. Et même si le trailer montrait différents éléments issus du volume 3, Gonzo décidera d'adapter seulement les 2 premiers volumes, et de remplir le reste de la série avec des histoires inédites. Jugez plutôt, sur les 13 épisodes de la série, 6 ne sont pas issus du manga. 5 de ces 6 épisodes filler se retrouvent d'ailleurs dans les 6 derniers épisodes de l'anime. À cela, il faut rajouter les changements plus ou moins importants qui sont faits dans les épisodes considérés comme non-filler, comme la rencontre entre Integra et Maxwell qui se termine par un affrontement entre Alucard et Anderson, là où dans le manga, cette tension est désamorcée par l'intervention de Victoria. Parlant des combats, le metteur en scène Umatsuko Lida expliquait lors de la présentation du projet que s'il devait adapter le manga tel qu'il est, il faudrait faire des combats de 20 minutes pour chaque épisode, ce qu'il ne pouvait se permettre, et confia donc au scénariste Konaka le soin d'arranger tout ça quitte à faire un Hellsing différent, ce à quoi ne s'opposa pas l'auteur d'origine Kota Hirano. Bref, tous ces éléments amènent pas mal de changements au niveau du scénario, mais il n'y a pas qu'au niveau de l'écriture qu'il y a eu des modifications. Car à ces changements scénaristiques s'ajoute aussi un changement graphique. Effectivement, quand on les compare, on se rend compte que l'anime ne suit pas le style du manga. Hirano a un style de dessin très courbé, avec des visages grimaçants, là où le design de l'anime est beaucoup plus classique. Cela vient sans doute de la situation économique de l'anime en lui-même. Outre le fait qu'il s'agit d'une série hebdomadaire, ce qui impose un rythme de production assez restreint, il ne faut pas oublier que Gonzo était encore à un stade où il devait faire ses preuves, et qu'il s'agit d'une série violente. Ce qui par conséquent la faisait passer à des horaires à l'audimat bien plus faibles, et donc à la rentrée d'argent moindre. C'est sans doute ces restrictions qui expliquent les changements graphiques, ainsi qu'une animation plutôt limitée à certains moments. Bref, tous ces changements ont pour résultat que l'anime se différencie énormément du manga sur le ton, l'ambiance et le rythme. Hellsing est un manga qui va direct à l'essentiel, que ce soit en matière d'action ou au niveau de l'histoire, là où l'anime prend plus de temps, voire se montre contemplatif par moments. Il suffit de comparer le moment où dans la première histoire, Victoria se fait prendre en otage. Si dans la série, Alucard explique à l'héroïne tout ce qui va se passer, dans le manga il posera une simple question avant d'agir. Il y a aussi un retrait de l'humour. En effet, Hirano n'hésitait pas à sortir des dessins absurdes et à faire preuve d'humour noir par moments.
En fait, les dessins absurdes seront gardés pour les résumés des prochains épisodes. Les choix de la série ne sont pas mauvais. Ainsi, par exemple, les frères Valentine ont droit à un épisode de présentation avant qu'ils mènent leur action contre le manoir Helsing. Mais il est clair que ces changements de ton et de rythme donnent une ambiance vraiment différente de celle du manga. Et évidemment, ces changements ont aussi des répercussions sur les personnages. À première vue, Alucard et Iterra n'ont pas énormément changé par rapport au manga. Alucard est toujours un monstre qui s'assume complètement et qui attend un adversaire à la hauteur, et Iterra reste une leaduse qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Pourtant, les caractères ont bel et bien changé lors du passage sur petit écran, et notamment dans la relation entre ces deux protagonistes. Ils sont 2, au minimum. C'est un comportement qui ne fait pas très vampire. Je ne crois pas que quiconque t'ait demandé ton avis là-dessus. Ainsi, si la loyauté d'Alucard envers Iterra ne fait aucun doute dans le manga, ce n'est pas vraiment le même ressenti que l'on a dans l'anime. On sent une forme de respect, mais il y a aussi une relation comme chien et chat entre les deux. Tu dis cela parce que ton honneur de vrai vampire est touché. Il est vrai que je ne vois aucune différence essentielle entre les vampires que nous pourchassons depuis des siècles et ces viles créatures fabriquées par les hommes. Pardon, je sais que tu n'as rien de commun avec ces créatures, je n'aurais pas dû dire ça. Alors pourquoi en avoir eu autant envie? Je ne comprendrai jamais rien aux humains, ni à vous, ni à la Miss Force de l'Ordre. Il y a même un flashback où on voit que Alucard aurait massacré plusieurs membres de l'organisation Helsing dans le passé avant d'avoir été maîtrisé et enfermé. Ce flashback est une pure invention de l'anime et n'est à aucun moment présent dans le manga. Tous ces éléments font de l'Alucard de l'anime un personnage dont il faudrait plutôt se méfier, mais surtout, quelqu'un de beaucoup plus ambigu. Du côté de Iterra, cette dernière dans l'anime n'hésite pas à rabaisser Alucard ou à lui lancer quelques pics quand l'occasion se présente. Il n'y a pas de place à la Helsing pour un vampire qui se fait tabasser par un renaissant, Alucard. Bref, leur relation est bien plus conflictuelle, même si on y devine une forme de respect. Il faut également savoir que dans le manga, Iterra est une personne beaucoup moins froide que dans la série. C'est d'ailleurs elle et non Walter qui calmera Victoria quand cette dernière sera entrée dans un état de furie. Parlant de Victoria, ce personnage est sans doute celui qui a le plus souffert de l'adaptation en animé. Victoria est une jeune policière transformée en vampire par Alucard afin d'éviter qu'elle meure. Dans l'anime comme dans le manga, elle se rend compte qu'elle devient de moins en moins humaine. La grosse différence vient de l'attitude face à ces changements. Dans le manga, elle est surprise voire dépassée, mais les accepte petit à petit. Dans l'anime, comment dire... Elle est juste chiante. Elle ne fait que s'apitoyer sur son sort durant quasiment toute la série. Alors je veux bien accepter que les changements qu'elle subit ne doivent pas être faciles. Et ce n'est pas un personnage qui a eu grande importance dans la partie du manga qui est adaptée. Mais quand même, vous auriez pu trouver autre chose qu'en faire une victime et une pleurnicheuse sur 13 épisodes. Le manga part du principe que son arc narratif aura atteint son apogée quand elle aura accepté son statut de vampire. C'est dit dès le début du volume 3 que vous avez lu. Et vous ne faites aucune direction vers ça. Pire, vous faites même l'inverse en lui collant le personnage de Ferguson comme image paternelle. Bref, je m'énerve, mais vous aurez compris, si les autres protagonistes ont subi des changements qui peuvent se montrer intéressants, ce n'est pas le cas de Victoria, qui est clairement le maillon faible de l'adaptation. Le pire étant que c'est avec elle qu'on est introduit à l'univers de Helsing, et donc c'est à elle qu'on est censé s'identifier. Pour finir sur les personnages, on va parler des antagonistes. Ceux déjà présents dans le manga n'ont pas énormément changé. Comme je l'ai dit auparavant, l'anime prend quand même le temps de poser les frères Valentine, même si au final leur personnalité n'est pas vraiment changée. Il en va de même pour le prêtre Anderson, qui est toujours un fanatique religieux. À ceci près que l'anime a encore ajouté un flashback totalement absent du manga, où on voit que dans le passé il a dû faire face à une créature qui a failli le pousser au suicide. Un ajout curieux vu que cet élément ne sera jamais développé par la suite. La série rajoute quelques nouveaux ennemis, et fait surtout un changement énorme quant à l'adversaire principal que devront affronter les héros. Dans le manga, on apprend très vite qu'une organisation dénommée Millennium semble être à l'origine de la recrudescence des vampires en Angleterre. Le plus intéressant, c'est que le trailer de présentation qu'avait fait Gonzo montrait qu'ils étaient partis avec l'idée d'utiliser l'organisation Millennium comme antagoniste principal. Et ce ne sera finalement pas le cas. À la place, Gonzo créera un antagoniste totalement inédit en la personne de Incognito. L'idée n'est pas mauvaise, car Incognito est un vampire original, ce qui lui donne un vrai statut de boss final. Malheureusement, on apprendra que Incognito était au service de quelqu'un, ce qui réduira énormément ce statut et laissera plusieurs éléments en suspens. Car c'est un des points intrigants de cette adaptation. Malgré les changements apportés,
Plutôt que de faire un arc définitif, ils ont décidé de terminer sur une fin ouverte. Gonzo avait sans doute l'idée d'adapter la suite du manga lorsque l'occasion se présenterait. Cela ne se fera pas, et on peut deviner les raisons. Déjà, comme je l'avais dit, le manga met beaucoup de temps à sortir chaque volume, avec parfois une attente de 1 an entre deux. Il y a aussi que Gonzo a réussi à faire ses preuves en tant que studio d'animation de série, ce qui fait qu'à partir de 2002, le studio s'est retrouvé avec une multitude de projets. Mais l'élément le plus évident, c'est qu'à partir de 2006, Geneon rachètera les droits d'exploitation du manga. Le studio rebootera purement et simplement la série pour livrer Hellsing Ultimate, une série de 10 OAV avec un budget bien confortable, ce qui donnera une œuvre plus poussée techniquement et plus fidèle aux matériaux d'origine. D'ailleurs, à ce sujet-là, dit Bex, vous sentez quand la suite? Non, parce que ça va faire 6 ans que la série est terminée, et ça fait 4 ans que vous êtes arrêté au volume 4. Faudrait peut-être faire quelque chose. Parce qu'en attendant, en ce moment, ils fêtent les 20 ans de la saga en sortant l'intégrale en Blu-ray, avec les épisodes inédits The Dawn. Donc ce serait bien faire quelque chose à ce niveau. Merci. Bon, que dire sur cette adaptation? Comme nous l'avons vu, l'anime a une ambiance bien plus posée et des personnages réécrits pour plus d'ambiguïté par rapport au manga. De même, il ajoute pas mal d'histoires inédites. Bref, pas mal de changements, mais qui n'en font pourtant pas une adaptation ratée ou dénuée d'intérêt. Si Spriggan était une adaptation qui enrichissait l'œuvre d'origine, pour la série Hellsing, nous avons l'exemple d'une adaptation qui offre une vision différente de l'univers qu'elle adapte, mais sans pour autant réellement trahir l'œuvre d'origine. Car oui, il y a des changements, mais je dirais que les bases, et même l'esprit, restent malgré tout présents. Certes, la série souffre aujourd'hui de la comparaison avec la nouvelle adaptation, mais il n'empêche que malgré ses difficultés techniques, elle aura su marquer bon nombre de spectateurs grâce à son ambiance et ses personnages. Et si une partie est due effectivement à l'œuvre de base, les choix qu'ils ont faits ne sont pas étrangers à ça. En tout cas, le cas de Hellsing n'est pas sans me rappeler celui de Full Metal Alchemist, avec une première série qui reprend le début du manga pour ensuite s'en écarter, puis une seconde qui reprend tout de zéro pour se montrer beaucoup plus fidèle aux matériaux d'origine. Et dans les deux cas, nous avons deux œuvres avec les mêmes bases, mais une interprétation différente, et qui dans les deux cas ont réussi à trouver et satisfaire leur public. Comme quoi, ce qui fait la qualité d'une adaptation n'est pas forcément sa fidélité, mais ce qui en ressort.